Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition, voici les titres. À Kisantu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka lance officiellement les travaux des cliniques universitaires de l'Université Congo, un projet structurant qui promet de renforcer la formation médicale et d'améliorer l'accès aux soins dans le Congo central. Dans l'actualité également, la ministre du Genre, Famille et Enfants Michelle Omba Kalama donne le coup d'envoi des activités du mois de mars, journée d'information, dévoilement des pannes officielles et mobilisation des femmes. Les préparatifs sont lancés. Nous parlerons aussi de santé féminine et de l'adénomiose, encore trop méconnue en RDC. Cette maladie gynécologique affecte pourtant le quotidien de nombreuses femmes. Douleurs, infertilité, silence médical. Focus sur une pathologie qui appelle à plus de sensibilisation. Voilà pour les titres développement dans un instant. Aujourd'hui, vous allez poser une ambition. Aujourd'hui, vous allez poser un acte historique et un héritage. À Kisantu, ce n'est pas seulement une pierre qui a été posée, c'est un espoir qui s'est levé. Dans la cour de l'Université Congo, étudiants, enseignants, notables et habitants se sont rassemblés, le regard tourné vers l'avenir. Pour la communauté universitaire, ce moment marque un tournant longtemps attendu, celui de voir enfin naître des cliniques universitaires sur leur propre campus. La venue de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, fille de la province et première femme à diriger le gouvernement congolais, a renforcé la portée symbolique de l'événement. Son nom sera porté par ses futures polycliniques, un choix salué comme une source de fierté locale et un message fort pour la jeunesse. Ces cliniques universitaires méritent bien de porter votre nom. Vous êtes pour la République et pour notre province un grand symbole historique et culturel. Pour les responsables académiques, cet ouvrage dépasse le cadre universitaire. Il répond aussi à un besoin réel de soins sur un axe routier souvent meurtrier, dépourvu jusque-là de structures d'urgence adaptées. Avec une capacité annoncée de 3000 lits, le projet promet de devenir un pôle majeur de santé, de formation et de recherche. Vous êtes en train de refonder le système d'éducation dans cette partie du pays, mais vous le faites dans tout le pays. Vous êtes en train de participer et vous êtes en train de refonder le système de santé dans tout le pays, mais aussi dans cette partie du pays. Vous êtes en train de refonder la qualité des soins pour nos enfants en bâtissant des cliniques universitaires qui permettront d'une part d'offrir des soins de qualité à cette partie du pays, à tous ces accidentés de la route, mais d'autre part de former les étudiants, de former des médecins et aussi d'apporter la recherche. Désormais, les jeunes étudiants qui choisissent d'entreprendre des études de médecine à l'Université Congo ne seront plus contraints de se rendre aux cliniques universitaires de Kinshasa pour y accomplir leur stage ou leur formation pratique. Et pour beaucoup, ces cliniques universitaires ne représentent pas seulement un chantier. Elles incarnent une promesse, celle d'une jeunesse mieux formée, d'une santé plus accessible et d'un Congo central qui avance. Le sous-prophète de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Mbanzango 1, Alphonse Situvanga, dans la province éducationnelle du Congo central 2, vient d'accueillir le chef d'exécutif de l'entreprise Schoolap, Pascal Kanik, le jeudi 19 février 2026, dans son bureau de travail. Les discussions ont porté sur les nombreux avantages qu'offre Schoolap, notamment la simplification des processus administratifs, l'amélioration de la transparence financière et l'optimisation de ressources pédagogiques. Cette plateforme numérique se révèle être un outil incontournable pour moderniser et faciliter la gestion des établissements scolaires. Nous avons pensé qu'il était important que nous aussi, en Mbanzango, nous migrions vers la gestion numérique des établissements scolaires. Ça se fait déjà. Pour ceux qui font ça, ils peuvent témoigner. La gestion administrative, la gestion pédagogique et la gestion financière. Il y a des documents qu'on a placés là-bas, que les élèves peuvent consulter ou que les enseignants peuvent consulter. Donc, ça nous a rendu la tâche facile.
surtout pour la gestion des élèves et du personnel. Cette mutation vers le numérique n'est pas seulement une avancée technologique, mais également un pas important vers l'amélioration de la qualité de l'éducation, favorisant ainsi l'engagement et la participation des acteurs éducatifs. Libazola, Ekumasinai, Eyale Botaka. Les membres de la délégation ont exprimé leur satisfaction quant à cette innovation et leur engagement à soutenir la poursuite de ces initiatives numériques dans d'autres établissements scolaires. Ceux qui n'ont pas encore ça, faites tout pour être là. Ça va nous permettre à l'avenir d'avoir la situation journalière de chaque école. Ils ont effectué une visite dans plusieurs écoles où l'application éducative mise en place est déjà utilisée. Cette initiative a suscité un grand enthousiasme parmi les enseignants et les élèves, témoignant des bienfaits de cette transition vers le numérique. Mieux structurer les contenus, c'est alléger et valoriser le travail de l'enseignant. Cette pensée se concrétise aujourd'hui avec le lancement officiel, c'est lundi 23 février 2026 à Mbanza-Ngungu, dans la province éducationnelle du Congo central 2, des travaux de l'atelier d'élaboration des unités d'apprentissage axés sur la prise en compte des thématiques transversales pour les humanités pédagogiques rénovées et les écoles primaires d'application. Et nous souhaitons vraiment que nous puissions en plus de travaux qui soient fructueux et produire des résultats qui vont vraiment aboutir à une transformation de notre fossé éducatif. Organisée dans le cadre du projet Efficace UNESCO, cette session qui se déroule du 22 février au 3 mars 2026 réunit des experts en éducation, des inspecteurs, des formateurs d'enseignants, ainsi que des représentants des institutions de formation pédagogique. L'objectif principal de cet atelier est de concevoir et d'harmoniser des unités d'apprentissage intégrant efficacement les thématiques transversales telles que le genre, l'inclusion, l'environnement, le numérique, l'intelligence artificielle ainsi que les compétences du 21e siècle. Que nous allons travailler de manière intensive et nous comptons beaucoup plus sur l'engagement de chacun d'entre nous. Et je déclare ouvert la deuxième phase de cet atelier. Ces contenus seront adaptés au programme des humanités pédagogiques rénovées ainsi qu'aux écoles primaires d'application qui accueillent les stagiaires des humanités pédagogiques afin de garantir une formation initiale des enseignants en adéquation avec les exigences actuelles du système éducatif. Les participants travailleront en 5 commissions thématiques avec pour mission d'élaborer des propositions concrètes d'unités d'apprentissage assorties d'objectifs pédagogiques, des contenus, d'activités et des modalités de leur utilisation lors des sessions de formation sur terrain ou en ligne à travers la plateforme. Ce qu'on est en train de donner ici comme matière permettra demain donc aux enseignants futurs et aux enseignants d'être suffisamment armés pour une fois ils sont devant ce genre de situation, devant des enfants qui nécessitent des besoins spécifiques. À travers cette initiative, le projet Efficace UNESCO réaffirme son engagement à accompagner la réforme des humanités pédagogiques et à renforcer les capacités des institutions de formation des enseignants en République démocratique du Congo. La clôture des travaux prévue le 3 mars 2026 devrait aboutir à des recommandations stratégiques et à la validation des unités d'apprentissage élaborées, marquant ainsi une étape importante dans les processus de modernisation de la formation pédagogique. Dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, financé par la Banque mondiale, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a lancé ce mardi au lycée Motema Mpiko un atelier de formation destiné au cadre de l'administration centrale. Objectif : renforcer les capacités des formateurs nationaux sur l'utilisation de l'outil d'observation des pratiques de classe afin d'améliorer la qualité des enseignements en République démocratique du Congo. Organisée simultanément dans les 5 provinces éducationnelles de Kinshasa, cette session concerne près de 250 participants, une démarche qui s'inscrit dans la dynamique des professionnalisations continues des enseignants du secondaire. Le projet PAF a recruté une assistance technique internationale qui a formé la CIAS et quelques membres de l'équipe technique du ministère, appuyant le PAF sur le Teach, outil international développé par la Banque mondiale et piloté dans certains pays
pour observer ce qui se passe en classe et évaluer les pratiques d'enseignement. Au nom de l'Inspection générale de l'enseignement, l'inspecteur général adjoint Félicien Saïdia a officiellement ouvert les travaux, appelant les participants à s'approprier cet outil pour harmoniser les pratiques pédagogiques. Cette action doit être démultipliée à travers les provinces, parce qu'ici, il s'agit de former les formateurs des formateurs. C'est pour l'appropriation, n'est-ce pas, de ce module, afin que maintenant le déploiement puisse se faire pour étendre cette méthodologie de façon que tout le monde ait le même langage. Après Kinshasa, la formation sera étendue à l'ensemble des provinces dans le but d'uniformiser l'observation des pratiques des classes à l'échelle nationale. Une action qui s'inscrit dans la sous-composante développement professionnel continu des enseignants du secondaire, supervisée par Roseleta Gonzalez. C'est dans une salle de judo de la police nationale congolaise pleine comme un œuf que la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye-Kalama, a procédé à l'annonce des activités qui seront organisées durant le mois dédié à la femme à travers une journée d'information. Devant un parterre des partenaires techniques et financiers, les femmes militaires et policières, les représentantes des ONG et autres hommes genrés, la patronne du genre a déclaré que cette célébration, conformément aux thèmes retenus à l'international et au national pour l'année 2026, ne sont pas des simples slogans, mais plutôt des exigences. Pour l'édition 2026, les thèmes internationaux retenus est droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. En cohérence avec cette vision mondiale, notre thème national est droit garanti, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en RDC. Ces thèmes ne sont pas des slogans, ils sont des engagements. Ils nous interpellent et nous obligent. Ils nous rappellent que garantir les droits des femmes, ce n'est pas un acte symbolique, c'est un impératif moral. L'un des moments forts de cette activité a été la présentation des pagnes qui sont ici, selon la secrétaire générale au genre, famille et enfants, un outil de communication qui dénonce les violences numériques sur les femmes et jeunes filles, et l'autre qui promeut la masculinité positive. Après la cérémonie officielle, une visite des stands où les pagnes étaient vendus a été conduite par la ministre Micheline Ombaye-Kalama. Réunis à Beni ce 23 février 2026, les autorités politico-administratives, partenaires internationaux et représentants de la société civile ont pris part à l'ouverture officielle du Forum provincial de paix consacré à la problématique des ADF au Nord Kivu. Dans un discours solennel, le speaker de la Chambre basse a dénoncé les violences terroristes qui continuent de provoquer des déplacements massifs des populations, destruction des moyens de subsistance et graves atteintes aux droits humains. Appelant à l'unité nationale, Aimé Boji a insisté sur la nécessité d'une approche intégrée combinant sécurité, justice, action humanitaire, développement et coopération régionale. Citant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, il a réaffirmé la détermination des institutions à refuser la résignation face à l'insécurité, soulignant que la paix demeure une conquête collective, exigeant courage et responsabilité. Le présent forum revêt à cet égard une importance stratégique majeure. Il constitue un cadre de convergence des analyses, de mutualisation des expériences et d'élaboration des réponses concertées devant aboutir à des recommandations opérationnelles susceptibles de nourrir un plan provincial intégré de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.
Comme l'a rappelé le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, je cite, « Nous avons le devoir historique de refuser la résignation, refuser la banalisation de la mort, refuser que nos populations continuent de vivre dans l'angoisse du lendemain. La paix n'est pas un slogan, elle est une conquête collective qui exige courage, unité et responsabilité. » Prévu sur plusieurs jours, ce forum vise à analyser les causes profondes de la persistance des ADF, à renforcer la coordination des forces de défense et de sécurité et à formuler des recommandations opérationnelles pour un plan provincial efficace dans une province marquée par les massacres et les traumatismes. Les autorités entendent transformer les engagements en actions concrètes pour une paix durable au nord Kivu. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la professionnalisation de son administration. Ce lundi 23 février, un atelier de renforcement des capacités s'est ouvert à l'hôtel Golden Tulip de Kinshasa à l'initiative du secrétaire général Jean Ngouvoulou Koji. Cette session vise à consolider l'expertise des fonctionnaires parlementaires appelés à accompagner efficacement le travail des élus. Placé sous le thème « Administration et organisation du travail parlementaire, la légistique, les actes non législatifs et le protocole », cette formation regroupe les cadres administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'appui technique fourni aux députés et sénateurs dans l'élaboration des lois et la gestion des procédures parlementaires. Cet atelier de renforcement des capacités vise essentiellement à faire bénéficier aux fonctionnaires parlementaires que nous sommes l'expérience professionnelle des autres dans le cadre de la formation continue des agents. L'objectif poursuivi est d'enrichir nos bagages de connaissances et d'expériences professionnelles de sorte que, bien outillés, mieux nous pourrons améliorer nos prestations et nos rendements en vue d'un meilleur accompagnement du travail parlementaire. Organisé en partenariat avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Université Senghor d'Alexandrie, l'atelier bénéficie de l'expertise d'intervenants internationaux et nationaux, notamment Étienne Boulanger du Sénat français, Zied Ayari, Wabou Labimpa, Zachary et Michel-Ange Moulouni Moupapa. Présent à l'ouverture, le conseiller régional Afrique de l'EPAF a souligné que les fonctionnaires parlementaires constituent le socle permanent du fonctionnement institutionnel et doivent continuellement adapter leurs compétences aux exigences croissantes du travail législatif. Venus de quatre coins de la municipalité de Mongafula, les différents responsables de centres d'hébergement sont venus recevoir auprès de leur hiérarchie quelques directives et orientations pour mener à bien leur travail qui est celui d'éduquer les enfants dits abandonnés. Un rendez-vous qui tombe à point nommé, question de donner de l'espoir à celui qui l'a longtemps perdu. J'ai voulu quand même réunir toutes les structures qui œuvrent dans ma juridiction pour qu'on sache qu'est-ce qu'on peut faire cette année ici. Comme nous sommes juste au début, et c'est comme nous disons, qui commence bien, finit bien. Et j'ai voulu quand même leur dire ce qui va se faire cette année ici. Et juste aussi à la fin de l'année, il faut qu'on se réunisse aussi pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Une façon pour Fanny, coordonnatrice d'Évangile Active, auprès des personnes vulnérables, de revenir sur la pertinence de ces assises. Nous pensons que les structures de protection de l'enfance doivent travailler en synergie et surtout sous tutelle de service social qui est notre maman. Et nous remercions la chef de division, Madame Lucie Kankou, qui nous encourage à chaque fois de nous réunir. Sur place, les participants n'ont pas caché leur satisfaction. Plusieurs ont salué une initiative visant à booster le travail. Nous avons eu des bonnes impressions. C'est bien de se réunir de cette façon et ça nous permet de se connaître d'abord premièrement et aussi de savoir là où ça ne marche pas pour la bonne marche de nos ONG. À en croire, numéro 1 de ces services sociaux dans la municipalité de Mongafula, cette réunion vise non seulement à outiller les encadreurs, mais également de collaborer entre différents responsables afin de travailler en union. Plusieurs femmes assimilent leur douleur menstruelle à une fatalité. Pourtant, derrière ce règle abondante et crampes intenses, peut se cacher une maladie méconnue, l'adénomiose.
Qu'en est-il de celle-ci? L'endométriose, c'est en fait la présence des tissus, de l'endomètre, de l'utérus, en dehors de la cavité utérine. Les symptômes apparaissent lorsque les tissus qui tapissent normalement l'intérieur de l'organe pénètrent sa paroi musculaire. Résultat, inflammation, augmentation du volume de l'utérus, douleurs persistantes et saignements parfois importantes. L'adénomiose, il faut dire ici que ça frappe les femmes à partir de 35 ans et plus, et c'est une pathologie bénigne fréquente chez la femme. Généralement, la femme peut présenter des douleurs pelviennes, de règles abondantes, deux fois avec cailloux, et aussi une inflammation. À côté de ça, s'ajoute aussi l'infertilité. Donc la femme qui a des rapports sexuels réguliers, sans notion de contraception, constate à un certain moment qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte, eh bien c'est un signe qui l'alerte à consulter le médecin. Et quand on consulte, on découvre bien évidemment que cette femme fait l'adénomiose. Qu'en est-il de la femme enceinte? La grossesse, elle en elle-même, peut régresser ou alors disparaître l'adénomiose. Pour le docteur Mutombo, la prévention et la thérapie résident dans le dépistage précoce. Et le but de ce traitement, justement, c'est pour soulager les douleurs et aussi permettre à la femme de tomber enceinte en cas d'infertilité. Comme je le dis, une femme qui est enceinte, il y a possibilité que l'adénomiose régresse et même disparaisse. L'adénomiose n'est pas un cancer, elle est juste une maladie ignorée. Elle peut peser lourdement sur le quotidien, le travail, la vie familiale et le bien-être psychologique. D'où l'importance de briser le silence autour de règles douloureuses et encourager les femmes à consulter tôt le médecin. C'est désormais officiel. Sous les projecteurs de l'hôtel Four Points, dans la commune de la Gombe, Martin Bacolé franchit une nouvelle étape décisive dans sa carrière. Le pugiliste congolais a reçu ce lundi 2 licences officielles des mains du président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo. D'abord, mes remerciements aussi au président de la République qui fait qu'aujourd'hui on parle de la boxe congolaise, Félix Antoine Tshisekedi. Il est toujours proche à sa jeunesse. Cela prouve à suffisance que la Fédération congolaise commence à faire confiance aux athlètes sur le plan international et sur le plan mondial. 2 symboles et surtout 2 responsabilités majeures. La première licence lui permet de représenter officiellement la République démocratique du Congo en tant que boxeur de la sélection nationale. La seconde lui donne l'autorisation d'organiser des activités liées à la boxe avec un accent particulier sur l'encadrement et la formation de la jeunesse congolaise. Visiblement ému, le boxeur n'a pas caché sa satisfaction. Licence de l'eau parce que jusque-là on a changé de nationalité mais on a une licence à Libanda qui est cette fois-ci il fallait représenter Mbokana. Auparavant liboso de bon mon image c'est qui tout na carnet mais cette fois-ci bon mon a qui m'a changé et ndé yango pe tout temps na qui licence à Yoka depuis sanga courage à kenon na senga licence na et pourquoi pas licence à promoteur. Une joie qui traduit l'aboutissement d'un long parcours mais aussi l'ouverture d'un nouveau chapitre. Pour la Fédération congolaise de boxe, cette cérémonie dépasse le simple cadre administratif. Elle s'inscrit dans une dynamique de restructuration et de valorisation de la boxe nationale. Les autres moyens, on a aussi appel à son Excellence, Monsieur le Ministre, et à Keba accompagné Bisso, surtout la première sportive, celui qui est le président de la République, et sans oublier tous les sponsors. Nous travaillons en partenariat, les sponsors. Après cette remise, l'objectif est clair, faire de la boxe un outil de rayonnement international, mais aussi un levier d'encadrement pour la jeunesse. Avec cette reconnaissance officielle, Bacolé ne porte plus seulement ses gants, il porte désormais une mission, celle de défendre les couleurs nationales et d'inspirer toute une génération.
Ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur votre chaîne Éduc TV.